Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le décret éco-énergie tertiaire. Je suis Simon Lucas, je suis le délégué général d'Atlansen, qui est le réseau de la filière solaire du Grand Ouest, Bretagne et Pays de la Loire. Et on organise cet événement avec Novabit, qui est le réseau de l'éco-construction en Pays de la Loire. Il y a beaucoup d'événements autour de ce décret, beaucoup d'actions. Et nous, on voulait un peu présenter comment nous, réseau, on allait pouvoir accompagner les territoires, les entreprises, les collectivités pour répondre aux enjeux de ce décret, à sa mise en œuvre, de manière collective pour pouvoir construire des outils, des démarches en vue d'atteindre les enjeux de ce décret. Alors, avant de rentrer dans le détail du sujet, quelques petites informations techniques pour ceux qui ne maîtrisent pas encore cette plateforme, et je remercie Novabit de la mettre à disposition. Vous allez avoir sur la droite de votre écran un petit onglet avec à la fois un chat où vous allez pouvoir échanger entre vous, poser des questions aux intervenants. Vous ne pouvez pas les interpeller directement, mais je me ferai l'écho de vos questions. N'hésitez pas à me solliciter. Ensuite, vous avez une partie sondage sur laquelle je vais revenir tout de suite. N'y allez pas. Je sais que les gens vont cliquer, mais n'y allez pas. Vous allez voir. Pour se mettre en forme, on va faire un petit jeu en introduction. Et vous pouvez voir aussi les participants qui interviennent, qui sont là. Je pense que les supports seront diffusés et mis sur nos sites web à la discrétion des intervenants. Par Muriel Labonne, qui est chargée de mission énergie et immobilier de l'État au sein de la DREAL des Pays de la Loire, sur au-delà de la réglementation, l'accompagnement qui peut être porté. Et ensuite, un petit regard sur la structuration, voir comment on peut se structurer, s'organiser pour répondre aux enjeux de ce décret, avec tout d'abord une intervention de Julien Pourrère, qui est conseiller en maîtrise de l'énergie au sein du CIDELA, puis une présentation de Romain Martin, qui est chef de douane et résilience au sein de Novabit, et enfin un petit focus que je vous présenterai moi-même sur les réseaux de la transition énergétique au service de ce projet. Nous aurons un temps de questions-réponses à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet et l'intervention de Muriel, je vous propose un petit jeu. Je pense que l'actualité n'est pas forcément à la détente, mais il faut un peu se détendre quand même. Donc, je vous propose de participer à un petit sondage, quelques petites questions pour connaître votre degré de maturité sur ce fameux décret éco-énergie tertiaire, et aussi vous connaître. Donc, je vous propose d'aller dans l'onglet sondage, donc je le fais en même temps que vous, l'onglet sondage, et de répondre aux 3 petites questions. Vous en faites pas, on relève pas les copies à la fin, mais de savoir qui vous êtes. Les résultats s'affichent en direct, donc on va pouvoir voir qui vous êtes et voir si vous répondez. Hop. Alors, je ne lis pas les questions, je vous laisse les découvrir en même temps. Et on va se laisser quelques temps. Hop, tac. Et ne vous inquiétez pas, je vais pas, on va pas relever les copies, mais vous allez voir les intervenants pourront répondre en même temps lors de leurs interventions. Du coup, je vais demander aux différents intervenants de venir sur scène, donc Muriel, Romain et Julien qui vont me rejoindre. Je ne sais pas si je peux les voir. Voilà, ils arrivent, c'est magique. Bonjour Muriel. Bonjour Romain. Je pense que Julien devrait arriver. Bon, le temps que Julien arrive, Muriel, je te propose de commencer ta présentation. Oui, très bien, ouais. Si on peut nous mettre la présentation, ce serait parfait. Merci. Du coup, la présentation devrait arriver. Ouais, moi je la vois. Voilà.
C'est bon. Comme l'a dit Simon, je vais vous parler du dispositif éco-énergie tertiaire. Juste un petit mot pour dire qu'on parle de Moi aussi, dispositif je pense que tout le monde va voir. dispositif éco-énergie tertiaire et normalement pas de décret tertiaire parce que c'est un peu réducteur. Donc, il vaut mieux dire dispositif éco-énergie tertiaire. Du coup, on va commencer par savoir quels sont les bâtiments concernés. Donc, bien sûr, ce sont les bâtiments tertiaires. C'est basé sur la définition de l'INSEE. Donc, le tertiaire, principalement marchand, commerce, transport, activités financières, etc. Et tertiaire, principalement non marchand. Donc, il y a les deux, marchand et non marchand, comme administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale. Donc, en fait, ce qui est tertiaire, c'est ce qui n'est pas primaire ni secondaire. Primaire, c'est exploitation des ressources naturelles. Et secondaire, c'est transformation de ces ressources naturelles. Voilà, tout le reste, c'est du tertiaire. Du coup, c'est vraiment un assujettissement large au niveau des activités. Par contre, ça ne concerne que les bâtiments de plus de 1000 m², donc bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments. Donc, ce sont les bâtiments existants au 24 novembre 2018. Donc, soit un bâtiment tertiaire supérieur ou égal à 1000 m², là, il est assujetti, soit une partie de bâtiment qui ne contient pas que du tertiaire, mais dont le tertiaire fait plus de 1000 m², c'est assujetti aussi, soit un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou sur un même site. On fait l'addition des surfaces tertiaires et si ça dépasse 1000 m², c'est assujetti. Ça concerne le public et le privé. Donc il y a très très peu d'exceptions, d'exemptions. C'est seulement les constructions provisoires, les lieux de culte et les activités à usage opérationnel ou des fins de défense, sécurité civile et sûreté intérieure. Donc voilà, il y a énormément d'activités concernées, de bâtiments, parties de bâtiments et ensemble de bâtiments concernés. Les principes du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est de réduire la consommation énergétique de ces bâtiments. Pour ça, il y a deux objectifs. Il faut atteindre soit l'un, soit l'autre. Le premier, c'est de réduire sa consommation énergétique par rapport à une consommation de référence. Et c'est réduire de 40% à 2030, 50% à 2040 et 60% à 2050 par rapport à cette consommation de référence qu'il faudra définir. C'est une consommation de référence qui doit être comprise entre l'année 2010 et l'année 2019 et qui est mesurée en énergie finale. Et c'est toutes les consommations énergétiques qui sont retenues. Enfin, c'est pas juste certaines consommations comme on peut le voir pour les bâtiments neufs dans la réglementation thermique. Donc, c'est vraiment en fait basé sur la facture énergétique. Donc, voilà, c'est ce premier objectif qu'on appelle consommation relative, donc baisser par rapport à une référence. Le deuxième, c'est, on peut l'appeler consommation d'énergie seuil. C'est une consommation en valeur absolue à ne pas dépasser. Et ça, ces valeurs absolues, elles sont définies par catégorie tertiaire de bâtiments, par activité tertiaire. Par arrêté. Donc actuellement, il y a le lien sur le diaporama, c'est l'arrêté du 24 novembre 2020 qui fixe les premières valeurs pour les bureaux, enseignement et logistique du froid à 2030. Donc c'est bien un des deux objectifs qu'il faut atteindre, soit consommation relative, soit consommation absolue. Et c'est basé sur la consommation énergétique totale par rapport aux factures énergétiques. Là, vous avez une illustration avec un bâtiment peu performant en cas numéro 1 et un bâtiment plus performant en cas numéro 2 pour montrer que, en fait, un bâtiment peu performant, donc a priori pas isolé au niveau des murs, etc., va être plus proche de l'objectif en consommation relative. Donc, a priori, va devoir baisser de 40% sa consommation énergétique à 2030, etc. Alors qu'un bâtiment plus performant, donc isolé, sera normalement plus proche de l'objectif seuil en valeur absolue à ne pas dépasser. Pour réduire ces consommations énergétiques, les textes citent tous ces leviers d'action, donc 5 leviers d'action.
La performance énergétique des bâtiments, donc là c'est isolé, par exemple. Le deuxième levier, c'est installer des équipements performants et une gestion de ces équipements, gestion active. Donc mettre des équipements qui consomment le moins possible d'énergie. Le troisième levier, c'est exploiter ces équipements au plus proche des besoins. Le quatrième levier, c'est l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie. Donc, par exemple, regrouper sur une même aile de bâtiment les activités qui fonctionnent au même moment pour pouvoir réduire les consommations énergétiques dans les autres ailes du bâtiment, comme le chauffage et le refroidissement, par exemple. Et le dernier levier, c'est le comportement des occupants. Donc, ça, tout le monde connaît, c'est bien éteindre la lumière en partant, réduire quand on n'est pas là le chauffage et tous les équipements, voire éteindre si c'est possible. Du coup, tous ces leviers sont bien cités dans les textes et ça permet aussi de voir que ce sont non seulement les propriétaires des bâtiments qui sont concernés par ce dispositif, mais aussi les occupants. Chaque personne a sa responsabilité, voilà, selon les leviers. Il est possible de moduler ces objectifs, donc soit les objectifs qu'on a vus tout à l'heure, la consommation relative ou consommation absolue à ne pas dépasser, en cas de contraintes techniques architecturales ou patrimoniales, en cas de changement d'activité, d'évolution du volume d'activité, et en cas de disproportion économique des investissements réalisés. Donc là, c'est précisé aussi dans les textes quand c'est plus de 30 ans de temps de retour sur investissement pour les travaux qui concernent l'enveloppe, plus de 15 ans pour le renouvellement d'équipements et plus de 6 ans pour l'optimisation d'équipements. Donc moduler les objectifs, c'est en fait pouvoir consommer un peu plus. On le verra, mais ces modulations, elles sont bien sûr à justifier dans un dossier qu'on appelle dossier technique. La plateforme Opéra, c'est la plateforme qui permet de suivre et de mobiliser la filière tertiaire concernée. Elle est pilotée par l'ADEME. Donc vous avez le lien aussi sur le diaporama. C'est sur cette plateforme qu'il va falloir remonter chaque année les consommations, donc tous les assujettis, donc propriétaires ou occupants de bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments de plus de 1000 m² tertiaires, doivent remonter chaque année la consommation énergétique des bâtiments assujettis. Donc la première échéance, c'est cette année, avant le 30 septembre. Il faut remonter la consommation énergétique 2020. Avant le 30 septembre 2021. Et puis, chaque année, ce sera pareil. Avant le 30 septembre 2022, il faudra remonter la consommation énergétique de cette année, 2021, etc. On va voir plus dans le détail après ce qu'il va falloir remonter et les échéances. Ça, c'est le calendrier actuel de déploiement de la plateforme Opéra. Donc, on voit que dès maintenant, depuis janvier, il est possible pour les assujettis de créer des comptes ou d'attribuer des droits à des structures compétentes pour ces bâtiments assujettis. Ensuite, ça c'est deuxième trimestre 2021, donc en ce moment, on pourra saisir les données administratives et bâtimentaires des bâtiments assujettis. Ensuite, à l'été 2021, on pourra saisir les données nécessaires au calcul des objectifs, donc les consommations notamment. Troisième trimestre, on pourra importer les données avec un interfaçage. Donc, voilà, par exemple, pour ceux qui ont déjà des outils de suivi des consommations de ces bâtiments, il est prévu que la plateforme Opéra soit interopérable et qu'elle puisse de façon automatique télécharger ces données de consommation énergétique. Fin 2021, donc à la fin de cette année, il y aura le calcul des objectifs, la saisie des données de référence qui sera possible et la gestion des plans d'action de rénovation. Et puis 2022, il y aura les premières restitutions à partir des données qui ont été fournies et les premières attestations qui seront fournies chaque année. Et les premières, ce sera en 2022.
On verra plus dans le détail après aussi sur les attestations. Donc dès maintenant, tous les assujettis peuvent se créer un compte. Et éventuellement mandater une structure pour renseigner les données de ces bâtiments assujettis. Voilà, la plateforme, c'est vraiment une plateforme pour suivre et mobiliser la filière tertiaire, la situation de référence, à savoir la consommation énergétique de référence et les indicateurs d'intensité d'usage de l'année de référence. Elle est à définir avant le 30 septembre 2022. Donc, ce que je disais tout à l'heure, dès cette année, il faut faire remonter les données de consommation énergétique des bâtiments assujettis, avant le 30 septembre aussi. Et avant le 30 septembre de l'année prochaine, il faudra faire remonter la situation de référence avec la consommation énergétique de référence. Le cas échéant, il faudra aussi faire un dossier technique avec les justifications des éléments de modulation, s'il y en a. Donc ça, c'est avant le 30 septembre 2026. Chaque année, la plateforme Opera, elle va produire une attestation avec la donnée de consommation par rapport aux objectifs qu'elle va calculer automatiquement. Cette plateforme, elle est voulue pour calculer le plus de choses de façon automatique, donc notamment l'objectif à atteindre. Et puis aussi, elle ajuste par rapport au climat la donnée de consommation énergétique qu'on va lui donner pour les assujettis. Et c'est elle aussi qui fait la modulation éventuelle sur le volume d'activité. Cette attestation qui sera fournie chaque année par la plateforme, il faudra l'afficher et l'intégrer au document de vente et de location des bâtiments assujettis. Et comme je l'ai déjà dit, la plateforme, elle est interopérable avec les outils de suivi des consommations des assujettis qui existent déjà. Donc il y aura une facilité de transmission de ces données qui est prévue et qui sera développée. Donc voilà, Opera, c'est vraiment un outil de mobilisation et de comparaison des consommations du tertiaire de plus de 1000 m². Les ressources qui sont disponibles, c'est l'ensemble des textes, donc la loi Elan, le décret tertiaire, l'arrêté, donc l'arrêté qui est sorti, enfin l'arrêté du 10 avril 2020, on l'appelle aussi arrêté méthode, il précise toute la méthode pour ce dispositif éco-énergie tertiaire. Et l'arrêté modificatif qui date du 24 novembre 2020, donc qui modifie cet arrêté méthode d'avril 2020 en donnant les premières valeurs absolues. Donc c'est l'objectif en valeur absolue à ne pas dépasser pour les filières bureau, enseignement et logistique du froid. Il va être modifié par un deuxième arrêté, qu'on peut appeler aussi arrêté valeur absolue 2, qui donnera les valeurs des autres activités tertiaires. Pour ce qui concerne les ressources documentaires, il y a une foire aux questions sur le site Opera, directement sur la plateforme de suivi Opera. Elle est déjà très riche en questions-réponses, donc moi je vous conseille d'aller la consulter si vous avez des questions. Il y a peut-être déjà la réponse à vos questions dessus. Il y a un guide d'accompagnement qui est en cours de rédaction au niveau national par le ministère de l'Écologie, qui sortira prochainement. Je n'ai pas de date à vous dire parce que je ne sais pas. Et il y a des documents qui sont déjà sortis, il y a un 4 pages et un 2 pages, qui permettent de diffuser de façon officielle sur ce dispositif éco-énergie tertiaire. Et je vous ai mis aussi le lien vers la rubrique dédiée de notre site DREAL, de laquelle je fais partie, la DREAL Pays de la Loire. Et en dernière diapo, vous avez les contacts. Donc, si jamais vous avez des questions sur la plateforme Opera, il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire. Et puis, sur le dispositif éco-énergie tertiaire par rapport au texte réglementaire, vous avez les DDT, donc ce sont les directions départementales, services du ministère de l'Écologie. Vous avez un contact par département et je vous ai mis aussi mon contact au niveau régional, donc DREAL. Voilà, si vous avez des questions sur ce dispositif et puis si vous voulez aussi présenter ce dispositif dans vos réseaux, vous pouvez faire appel à nous si vous avez besoin. C'est notre rôle, comme je le fais maintenant.
Merci beaucoup. C'est bon pour le temps. Voilà, je te redonne la parole, Simon. Ouais, merci beaucoup Muriel. On a quelques questions, on aura un temps dédié aux questions-réponses, aux questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra dans un temps final. On va maintenant donner la parole à Julien pour une intervention autour des actions qui ont été mises en place au sein du CIDELA, qui est le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique. Julien, la parole est à toi. Julien, Oui, voilà, c'est bon, très bien. Merci Simon, bonjour à tous. Donc je fais partie du CIDELA, du syndicat de l'énergie de Loire-Atlantique. Et quand on a pris conscience de l'arrivée de ce décret et de ce dispositif éco-énergie tertiaire, nous avons mis en place une offre d'accompagnement pour les collectivités. Alors, je vais vous redire vite fait ce que c'est qu'un syndicat de l'énergie. Donc on est une émanation des collectivités. On est dirigé par des collectivités pour des collectivités. On a 4 grands domaines d'activité. L'infrastructure, d'abord, c'est le métier historique, donc tout ce qui est réseau électrique, gaz, télécom. On a aussi un service d'urbanisme centralisé au sein de la Loire-Atlantique. On a une partie mobilité durable, on travaille sur tout ce qui est énergie de mobilité, donc avec les bornes Sidego qui permettent la recharge des voitures électriques et aussi un travail assez approfondi sur tout ce qui est GNV, gaz naturel de véhicules. On travaille énormément sur les énergies renouvelables, que ça soit de petites puissances avec des notes d'opportunité sur la chaleur renouvelable ou sur le photovoltaïque, et aussi par l'intermédiaire de notre SEM sur tout ce qui est grosse puissance à travers des ombrières photovoltaïques, des champs, des centrales photovoltaïques plus importantes ou même des projets de parcs éoliens. Et enfin, la branche dans laquelle je travaille, c'est la partie énergie maîtrisée, qui se décompose en partie achat groupé d'énergie, conseil en énergie partagée et dispositif SIDEFI, qui est un dispositif à la maille EPCI, qui permet de faire un diagnostic et des plans pluriannuels d'investissement pour les territoires de notre département. Alors, donc, en tant que conseiller en énergie partagée, on accompagne les collectivités sur leur patrimoine depuis 6 ans maintenant, et pour leur faire économiser de l'énergie. Et notre proposition pour le dispositif éco-énergie tertiaire, elle se décompose en plusieurs étapes. Une première étape assez importante qui est l'identification du patrimoine concerné. On s'est aperçu que ce n'était pas si évident de faire la part des choses. Le 1000 m², on le voit tout de suite, mais il y a une notion d'unité foncière qui fera référence d'ailleurs dans le chat à la question de Monsieur Petit, qui fait que ça embarque aussi des plus petits bâtiments qui sont sur des parcelles adjacentes des grands bâtiments. Donc après, il y a toute la partie recueil de données. On connaît bien le patrimoine et les données d'information sur les communes que l'on accompagne déjà. Et on a développé un logiciel qui s'appelle CIDEConso et qui nous permet d'avoir une vue assez pertinente sur ce domaine-là. Ensuite, l'identification d'opérates, l'identification sur la plateforme. Pour l'instant, les élus ont souhaité mettre ça sous réserve parce qu'on verra quand la plateforme sera plus opérationnelle si c'est pertinent ou pas que le CIDELA fasse ce travail pour les collectivités. Bien sûr, l'élaboration d'un plan d'action, c'est je vais le détailler un petit peu plus tard, mais l'histoire d'avoir toujours un coup d'avance sur cette obligation et ne pas la subir. Identifier les contraintes et les modulations dont a parlé Muriel tout à l'heure, déployer le fameux plan d'action dans les années à venir pour atteindre les objectifs. Et chaque année, il y aura besoin de déclarer les consommations. Et ça, on a notre outil de suivi de consommation devrait pouvoir le permettre. Si je vais un petit peu plus dans le détail, l'identification du patrimoine assujetti, c'est
déjà pour nous la notion d'unité foncière qui est importante. On a vu en effet que les surfaces planchées de plus de 1000 m² étaient assujetties d'office, mais si on regarde plus précisément la notion d'unité foncière, dès qu'on a des parcelles adjacentes avec des bâtiments, tous les bâtiments sont compris et les surfaces s'additionnent. On va pouvoir voir en fait que là en rose par exemple, nous grâce à notre base spécifique, on va voir qu'en rose, on a les parcelles communales avec, dont on connaît les propriétaires grâce à la base Magic de l'État. Et en vert, on a les parcelles intercommunales. Donc, on a réussi à extraire tous ces éléments pour pouvoir aider les communes à savoir quel bâtiment va être assujetti ou pas. Si je prends la grande parcelle d'en bas, en dessous le carré vert, eh ben, tous les bâtiments vont être assujettis parce que si au moins l'un d'entre eux est plus de 1000 m² ou si la totalité si la totalité des bâtiments, des surfaces sont égales à plus de 1000 m². Donc ce travail-là, on va le faire pour toutes les communes qui sont adhérentes chez nous. Et donc ça va être une aide précieuse. On va aussi développer une matrice spécifique pour les aider à collecter les données importantes. Autre élément, donc le recueil des données. On a toutes les données, bien sûr, bâtimentaires, qu'il va falloir aller chercher, les codes NAF, etc. Quand on regarde le décret plus précisément, il y a beaucoup d'informations qu'il faut aller chercher précisément. Et nous, on va pouvoir les accompagner grâce à notre logiciel de suivi de consommation qui s'appelle CIDEConso et qui va nous permettre de voir assez facilement, de manière annuelle, l'ensemble des consommations. J'ai pris en exemple un petit site avec des consommations de gaz en jaune et des consommations d'électricité. Comme il y a beaucoup de communes en Loire-Atlantique qui nous ont confié l'achat groupé de l'énergie. On a visibilité sur leurs factures. Elles sont toutes directement implémentées dans notre logiciel et on peut les accompagner pour déclarer ce patrimoine-là. On ira derrière faire notre travail de conseiller en énergie pour aller chercher plus précisément dans les 10 dernières années si des travaux ont été réalisés et les aider également à choisir l'objectif le plus intéressant pour elles en valeur absolue ou en valeur relative. Pour moi, le cœur du décret de l'obligation éco-énergie tertiaire, ça va être la réalisation d'une stratégie patrimoniale pertinente. C'est-à-dire que si on se projette 2030, 2040, 2050, il va falloir réfléchir intelligemment pour pas courir tous les lièvres en même temps et se mettre à dépenser l'argent public et rénover des bouts de bâtiments qui ne seront pas forcément présents en 2040 ou en 2050. Pour cela, l'obligation nous laisse la possibilité de raisonner à l'échelle directement patrimoniale. C'est-à-dire que tous les bâtiments qui sont éligibles, on va pouvoir compter leur objectif et se dire en 2030, j'ai réussi à baisser de 40% les consommations globales de mon patrimoine. Donc on va aller regarder tous les bâtiments éligibles, on va se poser la question, est-ce que demain on va les céder, est-ce qu'ils seront démolis ou je ne sais quoi? Non, oui, non. En fonction de ça, on va conserver les plus pertinents, on va pouvoir faire des audits énergétiques entre 2022 et 2026 pour regarder lesquels ont besoin de demander des modulations spécifiques ou lesquels on peut se projeter à rénover directement. Et après, on va travailler une stratégie pour rénover peut-être, je ne sais pas, 3 bâtiments sur 6, mais les rénover directement à l'objectif 2050, donc moins 60%, ce qui permettra de ne pas tuer le gisement, de faire une rénovation globale de ces bâtiments directement, d'améliorer le confort pour tous et de baisser le patrimoine d'ici 2030 de moins 40%. Ensuite, bien entendu, notre travail de CEP, de conseiller en énergie partagée, va perdurer avec
un suivi à chacune des étapes du chantier pour s'assurer d'avoir un cahier des charges pertinent et des travaux qui portent leurs fruits in fine. Dernière étape, mais non des moindres, qui devrait faciliter la vie des collectivités adhérentes au CIDELA, c'est l'autodéclaration sur la plateforme Opérate de manière annuelle. Donc, vous l'avez vu, chaque année, au mois de septembre, il faudra déclarer les consommations de tous ces bâtiments assujettis au niveau de l'année N-1. Notre logiciel CIDEConso devrait le permettre. En tout cas, c'est dans notre cahier des charges et donc le prestataire s'y attelle dès que la plateforme sera un peu plus opérationnelle, justement. Et donc, on va pouvoir auto-déclarer les consommations directement sur la plateforme Opérate. Voilà, vous savez tout et je vous remercie de votre attention. Je redonne la parole à Simon. Merci. Merci Julien, et puis merci pour l'application du CIDELA et l'exemple qui est présenté ici sur le collectif au service de l'atteinte de ces objectifs. Je vais maintenant laisser la parole à Romain qui va nous parler du parcours ABC Action Bas Carbone et des ordres de grandeur pour les décideurs. Romain, la parole est à toi. Merci Simon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, nous, ce qu'on propose à Novabuild, donc Novabuild, c'est l'allié solution climat des acteurs du bâtiment, de l'aménagement, de l'immobilier en Pays de la Loire. On a 380 adhérents et on essaye justement de les accompagner sur ces problématiques-là. Et je vais prendre un peu de recul dans la mesure où le décret tertiaire a bien un objectif, c'est de réduire les consommations d'énergie et derrière de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de sensibiliser les acteurs aux ordres de grandeur de ces émissions de gaz à effet de serre par rapport à ces actions, notamment liées au tertiaire. On a engagé un partenariat avec les dirigeants responsables de l'Ouest, DRO, qui visent en 2030 une baisse de 50% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et sur le volet bâtiment, ils avaient besoin d'un appui. Et donc, on a travaillé ensemble pour commencer à proposer un outil justement qui permet par entonnoir décortiquer toutes les émissions pour savoir d'où ça vient et quels sont les ordres de grandeur par rapport aux émissions globales ramenées à l'habitant. On aime bien cette métrique ramenée à l'habitant parce qu'on est tous concernés par cette problématique d'atténuation du dérèglement climatique. Et c'est quelque chose qui commence à arriver sérieusement. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque personne émet environ 11 tonnes de CO2 en France, en moyenne. Et on doit diviser ça par 6 en 2050. Mais en fait, pour le bâtiment, comme il faut les rénover de manière la plus efficace possible dès maintenant, il ne s'agit pas de parler de 2050, c'est bien aujourd'hui qu'il s'agit de rénover des bâtiments au niveau performant. Alors, ça peut se faire par étapes, mais il faut le prévoir dès maintenant. Et donc, pour donner cet ordre de grandeur, aujourd'hui, le bâtiment, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre, tout confondu, à la fois sur le territoire national et à la fois en termes d'importation. Donc, c'est comme ça qu'on parle d'empreinte carbone globale. C'est aussi un quart des solutions. C'est bien nous qui allons devoir engager ça. C'est tous les acteurs de la construction qui vont devoir engager ça. Pour avoir une méthode, on propose donc des fiches dans un outil qu'on est en train de développer, qui est en cours de développement. Et le bâtiment, c'est 2,7 tonnes de CO2 par habitant et par an. Et en 2050, on doit atteindre 0,4 tonnes, ce qui fait une baisse de 2,3 tonnes. Donc, comment on baisse ces émissions? C'est bien la question qu'il est posée et que nous essayons de développer dans ces fiches. Et donc, par exemple, la fiche « Réduire les consommations de chauffage du bâtiment tertiaire », grâce à ces calculs en lien avec des données macroéconomiques et d'autres données liées au mètre carré par habitant, au mètre carré des bâtiments tertiaires, on sait en ordre de grandeur, les consommations de chauffage permettent de baisser de 170 kg de CO2 par rapport aux 11 tonnes qu'on a vu tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire. Cet ordre de grandeur-là, bien sûr, il est à mener avec des pistes d'action, puisqu'il faut agir pour atteindre
cette baisse de 170 kg par personne et par an. Et donc, notre outil va essayer de développer des pistes synthétiques pour que les décideurs puissent comprendre quelles sont les conséquences à mettre en place pour pouvoir réussir effectivement cette baisse d'émissions. Et puis, on va essayer d'avoir un lien avec les documentations de référence qui sont très largement disponibles aujourd'hui, mais qui sont difficilement accessibles si on n'en a pas connaissance. Donc, l'idée, c'est d'avoir une synthèse dans tout ça. Et puis, on pourra avoir aussi un renvoi vers les opérations exemplaires qui ont d'ores et déjà engagé le pas et qui permettent de se rendre compte de ce qui est faisable. Pour avoir donc des ordres de grandeur, là je vous ai fait un graphique très synthétique de beaucoup de calculs qui ont été faits tout au long de ce développement des différentes fiches à destination des décideurs. Et donc, pour le secteur tertiaire, en rénovation, vous voyez sur le diagramme à gauche que c'est 6% de la baisse des émissions qui est liée à la rénovation du tertiaire. Donc, ce n'est pas négligeable, puisque finalement, ramené à tout le volet bâtiment qui représente le quart du camembert, ça fait quasiment un quart du quart, et c'est pas négligeable. Donc, cette rénovation tertiaire est très importante. Et si on prend cette baisse-là, donc qui correspond grosso modo à 600 kg de CO2 par habitant et par an, on se rend compte que la réduction des consommations d'énergie, dont est issu le dispositif éco-énergie tertiaire, correspond aux 3/4 de la baisse possible des émissions de gaz à effet de serre, sachant que le reste, c'est le choix des équipements et des matériaux de construction bas carbone. Vous savez qu'une rénovation demande des matériaux, pas autant que le neuf, mais il en demande quand même, donc c'est important d'avoir un regard là-dessus également. Les fluides frigorigènes, surtout dans le tertiaire, qui demandent beaucoup d'équipements de refroidissement, représentent une part non négligeable aussi. Et puis, évidemment, tout ce qui est réemploi et économie circulaire a une part, alors un peu plus faible, mais elle est importante quand même. Et n'oublions pas qu'il y a une démarche multicritère derrière, puisque la question de la quantité de matériaux est importante. Et là, on voit que le réemploi, c'est plus cette question de quantité de matériaux qui est à prendre en compte plutôt que les émissions de gaz à effet de serre, mais ça reste quelque chose d'important. Donc, pour atteindre finalement un objectif à 60 kg de CO2 par mètre carré par an, donc si on rapporte ça à ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un facteur 10 entre les émissions actuelles et les émissions à atteindre, donc un effort non négligeable. Et donc, ce graphique montre clairement que le dispositif éco-énergie tertiaire s'attaque au sujet prioritaire qui est la baisse des consommations d'énergie et le choix d'énergie décarbonée derrière, évidemment. Voilà, donc on est à votre disposition si vous avez envie d'approfondir ces sujets-là. On est là pour accompagner vraiment tous les acteurs. Donc n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que nous parviendrons à vous accompagner et vous aider dans cette baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui est un enjeu fondamental. Voilà, je te laisse la parole, Simon. Merci beaucoup Romain pour cette présentation qui est une bonne illustration de l'aspect collectif, de ce que peut apporter le collectif aux propriétaires soumis à l'éco-énergie tertiaire. Du coup, moi, je vais faire une petite présentation qui va un peu rebondir sur ce qu'a évoqué Julien sur l'aspect, l'enjeu de la stratégie patrimoniale. Et moi, je vais aller encore un peu plus loin dans ces propos, de dire il y a une stratégie patrimoniale à avoir, mais il faut encore aller plus loin et peut-être avoir aussi, alors pas une stratégie patrimoniale collective, mais une démarche collective dans les stratégies patrimoniales. Et du coup, ça fait un peu écho aux deux dogmes, au moins à deux des dogmes de Novabuild et d'Atlansen. Je vous laisse retrouver quelle structure est derrière quel dogme, mais le premier, c'est le pas de côté. C'est-à-dire qu'en gros, ça c'est un avis personnel, mais qu'on partage à beaucoup. C'est si on fait comme on a toujours fait, on n'arrivera pas à atteindre les enjeux. Alors peut-être ceux de 2030, mais quand il va falloir aller chercher plus loin de la très grande performance 2040, 2050, moins 70%, voilà, il va falloir être intelligent, plus intelligent, parce qu'on l'est déjà, mais il va falloir qu'on
qu'on réfléchisse à des réponses globales. Parce qu'on ne pourra pas voilà, traiter bâtiment par bâtiment, c'est pas possible. Et du coup, l'autre dogme, c'est de dire, ben voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On a un peu de temps, mais pas beaucoup. Hein. On est déjà en avril 2021, il nous reste 9 ans il vous reste, parce qu'on n'est pas concerné, hein, mais il reste 9 ans aux acteurs pour atteindre leurs objectifs. Donc, il faut vraiment, très rapidement, qu'on se mette ensemble pour justement aller trouver des solutions opérationnelles, pragmatiques, pour atteindre ces objectifs. Quand je dis on, c'est qui on? Ben, c'est un trio. On s'est mis à 3 pour avancer sur ces sujets-là. Ces 3 réseaux qui s'intercroisent, qui sont Novabuild, donc le réseau de l'éco-construction qu'a évoqué Romain, Atlan-Bois qui nous accompagne pas aujourd'hui, mais qui est l'interprofession du bois et de la forêt en Pays de la Loire, et Atlansun qui est le réseau des acteurs qui développent l'énergie solaire en Pays de la Loire et en Bretagne. Et en fait, nos 3 structures ont travaillé depuis longtemps ensemble et on a formalisé cette volonté de travailler ensemble et d'apporter des solutions, je dirais, systémiques au monde du bâtiment en formalisant ce qu'on a appelé un club. C'est pas de créer une nouvelle structure, il y a déjà assez de structures, mais de se dire, ben voilà, on a 3 réseaux, ben faisons-les travailler ensemble. La condition pour entrer dans le club, c'est d'être adhérent de au moins une des structures. Il y en a qui sont dans 2, il y en a qui sont dans 3, il y en a qui ne seront jamais adhérents de l'un ou l'autre, parce que voilà, il y a des gens du bois, un scieur n'a pas sa place chez Atlansun et un industriel du photovoltaïque n'a pas sa place chez Atlan-Bois. Et c'est pas grave, on crée une grande entité qui s'appelle le Club Réhabilitation, et du coup, ben, on a plus de 1000 entreprises, des collectivités pour construire collectivement des solutions et du savoir pour répondre aux enjeux. Et typiquement, ben les ressources qu'on a identifiées, l'Adréal, les questions que vous allez poser, ben, on va les mettre dans le pot commun et ça va servir à l'ensemble, non pas des entreprises, hein, c'est aussi ça le pas de côté, c'est des territoires, donc des collectivités, des entreprises, dans l'atteinte de ces objectifs. Et le premier projet auquel on a contribué, j'allais dire qu'on a porté, mais non, on l'a pas porté, auquel on a contribué, c'est Énergie Sprong en Pays de la Loire. C'est un projet de massification de la rénovation énergétique dans l'habitat social. C'est le plus gros marché d'habitat social, de rénovation énergétique qui a été lancé en France, hein, vous pourrez m'arrêter si je me trompe dans le chat, qui est porté par 14 bailleurs donc sociaux des Pays de la Loire et de Bretagne, avec un gros travail de l'USH Pays de la Loire qui a porté ça, et un travail de notre côté réseau qui a été de sensibiliser, d'informer, de faire monter tout le monde en compétences pour que des entreprises puissent répondre à un marché. Et typiquement, un marché qui est d'une taille nouvelle. On a des lots qui sont de 500 logements, des entreprises qui font 5-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, seules ne peuvent pas y répondre. Et notre objectif, c'est justement que tout le monde puisse y répondre. Il y a les majors qui vont pouvoir répondre, mais il y a aussi des PME qui vont travailler ensemble en mode confrère pour répondre à des sujets et qui vont travailler entre filières de l'éco-construction, du bois et de l'énergie solaire. Et si j'ai mis cette petite slide sur le calendrier, c'est aussi pour vous montrer que, en gros, Énergie Sprong, c'est 6 ans de travail collaboratif. Entre 2018 et ça va aller jusqu'en 2024 pour cette première vague. Vous voyez, 6 ans, on est déjà en 2020. Donc, il est temps de se lancer dans ces démarches-là. Et du coup, dans Énergie Sprong, voilà, il y a eu une valse à 3 qui a assez bien fonctionné entre, d'un côté, l'USH Pays de la Loire, qui a, je dirais, animé et fédéré la demande. Nous, Atlansun, Atlan-Bois, Novabuild, on aurait été incapables d'aller embarquer 14 bailleurs sociaux. C'est pas notre travail, c'est pas notre force, c'est pas notre rôle. Par contre, c'est le rôle de l'USH. Nous, côté club, on a réussi à mettre en place l'offre, les entreprises, et tout en faisant en sorte aussi que on n'est pas un silo complet entre l'offre et la demande, parce que pendant un an d'ateliers dans le club de réhabilitation Énergie Sprong, on a fait se parler les bailleurs et les entreprises.
Aujourd'hui, les marchés sont en cours, donc c'est en pause parce qu'on respecte forcément la commande publique, les règles de la commande publique. Mais du coup, on a fait au maximum travailler ensemble l'offre et la demande quand c'était possible. Et enfin, il y avait Energy Strong et Greenflex qui, eux, apportaient la démarche, la méthodologie, parce qu'on était dans un cadre très spécifique d'Energy Strong. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez retrouver sur nos sites tous les éléments. Mais on avait un peu ce trio qui en gros, entre méthodo, offre et demande, a permis d'avancer et a permis à ce que y ait des acteurs locaux qui répondent. Alors, le dialogue compétitif est en cours. On n'a pas encore les attributaires des lots, mais on sait qu'il y a des entreprises régionales qui ont répondu, il y a des PME qui ont répondu, et on verra si elles sont sélectionnées sur la qualité des offres qu'elles proposent. Et donc, du coup, on a un peu une demande à vous porter, à dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer. Vous avez compris, nous, on ne va pas faire tout seul, nous, on va animer des démarches et on va se dire comment on va réussir à construire des collectifs côté demande, voilà, pour répondre, un peu s'inspirer de ce qui a été fait par Energy Strong pour aller de l'avant. Et on a deux typologies de collectifs dans la demande. Soit on a une approche géographique, comme l'a présenté Julien, c'est dire voilà, on va se baser sur un territoire. Un syndicat, c'est un territoire large, mais on peut imaginer une EPCI qui ne va pas travailler que sur son patrimoine, mais qui va dire, voilà, sur l'ensemble de mon territoire, je vais faire travailler ensemble les gens, et du coup, on va être plus efficient dans l'approche. Ça, c'est une première approche qu'on pourrait avoir. Et deuxième, c'est dire, on pourrait avoir une approche métier aussi, métier usage. On pourrait travailler avec la FRHPA, l'hôtellerie de plein air. J'ai vu qu'il y avait des gens Périfem qui étaient là, ou de l'ARS, pour se dire, oui, tiens, deux grandes surfaces commerciales, c'est pas exactement les mêmes. On pourra pas dupliquer 100%, mais quand même, l'usage est le même, la façon de voir les choses sont les mêmes, les approches du dirigeant, des usagers sont proches, et du coup, on va pouvoir construire ensemble des collectifs, des méthodologies qui vont permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça qu'on vous proposait, c'est de se dire comment on va pouvoir construire ensemble sur des sujets très spécifiques des dispositifs. Donc, nous, on est à votre disposition aussi pour porter ces sujets-là, pour se dire, tiens, on va répondre collectivement à des démarches après qui vont être vraiment des stratégies patrimoniales. Donc, on va partir du collectif pour après répondre aux enjeux individuels des gens qui sont soumis, ou des chefs d'entreprise qui sont soumis au décret énergie tertiaire. Donc, c'était un peu ce qu'on voulait vous faire passer comme message. On va maintenant passer un temps de questions-réponses. Donc, j'ai demandé à un peu tous les intervenants d'ouvrir leur micro et de répondre aux questions dont je me fais le porteur. Je vous préviens tout de suite, on va garder ces questions et on va les mettre au sein d'une base commune que vous pourrez consulter, excusez-moi, qu'on mettra sur nos sites ou sur des espaces partagés, on verra. Première question de Cyril Petit pour une collectivité territoriale qui dispose d'un théâtre de moins de 1000 m² et d'un groupe scolaire de 1000 m², qui sont les parcelles voisines. Est-ce que les deux bâtiments sont soumis au décret éco-énergie tertiaire? Muriel, je pense que c'est toi la sachante pour répondre à cette question, si tu me permets. Si les deux parcelles ne sont pas séparées par une route et qu'elles appartiennent au même propriétaire, oui, les surfaces sont à additionner. Donc le théâtre et l'école sont à prendre en compte. C'est noté. On vous fera suivre les réponses. Une question de Charlotte Chavanon sur l'aspect de prise en compte des dates d'existence. On parle de bâtiments existants au 24 novembre 2018. Est-ce que c'est la date de réception du bâtiment? Et quid des bâtiments datant d'avant 2012 qui faisaient moins de 1000 m², mais qui ont grandi, qui ont eu des extensions en 2020 par exemple? Est-ce qu'ils sont assujettis? Ça, c'est précisé par le décret. C'est les bâtiments qui sont livrés à la date de publication de la loi Elan, donc le 24 novembre 2018. Voilà, ces bâtiments livrés.
Et après, pour l'extension, c'est une question où la réponse est encore un peu floue. A priori, oui. Un bâtiment existant et qui s'étend rentre dans l'assujettissement. Mais j'ai posé la question au niveau national au correspondant qui s'occupe du dispositif au ministère de l'écologie. Donc, quand j'aurai la réponse officielle, je pourrai la transmettre. A priori, oui. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Comme toujours, hein, nous, quand c'est pas clair, eh ben, on se renseigne, on travaille ensemble et puis on vous met à disposition les réponses. Question de Sylvain Groseille. Quel est l'impact vis-à-vis des dirigeants des entreprises tertiaires s'ils ne renseignent pas la plateforme Opérate? Ou quel risque à ne pas renseigner la plateforme Opérate? On n'aime pas trop ce genre de questions. Ah ouais, mais il n'y a pas de joker. Hein. Les textes prévoient des sanctions et du coup, en cas de non-transmission des informations sur Opéra, c'est un name and shame qui est prévu par les textes. Donc, c'est une publication Internet de la non-réponse. En fait, si je refais dans l'ordre, le préfet peut mettre en demeure l'assujetti de transmettre des informations sous 3 mois sur la plateforme Opéra. Et si c'est pas fait, il y a un name and shame sur un site internet du ministère de l'écologie. Après, moi, je me permets de compléter. Je pense qu'il y a aussi un autre impact, c'est que l'État force à faire des économies d'énergie pour être performant aussi économiquement dans l'aspect du bâtiment tertiaire et énergétiquement. Donc il y a peu d'intérêt à pas le faire non plus quand même. Une question de Thomas Béranger. Je complète juste. Le risque aussi, c'est d'avoir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des risques climatiques derrière qui s'entraînent. Il ne faut pas oublier que vraiment, nous avons un engagement derrière lié au dérèglement climatique et je pense que ça peut donner un sens à tout le monde pour que chacun s'engage avec les complexités et les difficultés qui sont liées. Mais on va devoir passer par là pour limiter vraiment au maximum l'évolution du climat qui est déjà en cours. N'oublions pas ça derrière. Merci de ce complément. Question de Thomas Béranger. Y a-t-il une date prévisionnelle pour l'apparition de l'arrêté sur les valeurs absolues 2? Il est espéré en avril. Voilà. En avril 2021. Le travail qui travaille dessus d'arrache-pied, si on peut dire, en ce moment. Et c'est espéré en avril. Après, là, il y a eu les annonces hier soir du nouveau confinement, etc. Donc, comme les bâtiments de santé sont aussi dans les groupes de travail, il faut savoir que ça peut être décalé. Question de Jean-Noël Valentin. Sur un même site comprenant des bâtiments assujettis et non industriels ou pas, comment sont pris en compte les consommations globales, sachant qu'il n'y a pas dans ce cas-là, évidemment, il y a un abonnement unique et pas de sous-comptage. Donc, quand il y a du tertiaire et de l'industriel sur le site, c'est la partie tertiaire qui est assujettie si elle fait plus de 1000 mètres carrés. Et effectivement, il faut prévoir, s'il n'y en a pas, des sous-compteurs énergétiques pour connaître la consommation énergétique du tertiaire. Ok. Merci pour cette réponse. Question de Léa Blaise. Pour une entreprise qui emménage cet été dans de nouveaux locaux qu'elle loue, est-elle soumise au décret? Alors, ça dépend si les locaux étaient livrés à la fameuse date du 24 novembre 2018. Voilà, c'est vraiment la date de livraison qui compte, qui fait foi. Dans les textes, oui, après, ça peut évoluer parce que c'est quand même un dispositif qui va perdurer jusqu'à 30 ans. Donc, voilà, ça peut changer. Moi, je dirais, en cas de doute, il vaut mieux baisser ses consommations énergétiques, évidemment. Mais pour l'instant, dans les textes, ouais, c'est les bâtiments livrés à la date du 24 novembre 2018. Oui, et tous. Ce que tu veux dire, Myriel, c'est tous, c'est que ce soit locataire ou propriétaire, tout le monde est embarqué pour faire baisser les consommations. Oui, oui, oui. Ouais. On a perdu Simon. On a perdu Simon. On va peut-être prendre la suite. Si je regarde les questions dans le chat. J'ai été déconnecté.
Voilà. Il y avait une question d'Aurélie sur comment fait-on pour s'inscrire au club réhabilitation. En fait, c'est assez bien fait, c'est automatique quand vous êtes adhérent à nos 3 structures. Donc, on vous diffuse dans nos infos les infos du club réhabilitation qui est informel, hein, du coup, mais qui se base sur nos réseaux. Et si on a des sollicitations collectives dans le cadre du décret éco-énergie, on mettra en place officiellement un projet autour de ça. La question de Rodrigue Goulard sur les bâtiments labellisés Passive House, BPOS livrés avant novembre 2018 sont-ils soumis à cette réglementation? Les objectifs de réduction peuvent être compliqués à atteindre du fait de leur faible consommation énergétique. Alors, Passive House, a priori, c'est plutôt pour les logements. Du coup, c'est pas dans le tertiaire. Mais globalement, ouais, BPOS, etc. Enfin, les bâtiments performants d'une manière générale sont bien soumis à ce dispositif. Par contre, a priori, ils auront moins de mal à atteindre les objectifs puisqu'ils sont performants. Voire ils l'ont déjà, en fait. C'est ça une confusion que moi je rencontre en commune, si je peux apporter une précision, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur 40% d'économie d'énergie alors que j'ai un bâtiment qui est hyper performant et j'y ai mis tout mon pécule pour l'obtenir. Dans ces cas-là, on ne prend pas la valeur relative avec moins 40, moins 50, moins 60, on est en valeur absolue et le calcul des valeurs absolues, pour la partie de données qu'on a déjà, on a fait les exercices des bâtiments qui sont rénovés convenablement là dans les 10 dernières années, qui sont rénovés, mettons étape par étape, ils ont à peu près le bon objectif en valeur absolue. Donc ils ont quasiment leur objectif, peut-être un peu d'éco-gestes, etc. Et quelqu'un qui serait même avec des labels type Passive House ou BPOS, ou l'équivalent pour du tertiaire, serait peut-être déjà à l'objectif 2050, pardon. Donc faut pas non plus forcément crier avant d'avoir mal. Il faut regarder vraiment ce qu'il en est de l'objectif. Et la plupart des bâtiments, s'ils ont été faits récemment, juste avant 2018 par exemple, ils ont déjà l'objectif 2030 quasi assuré. Donc, il faut bien voir s'ils sont assujettis, remonter les informations, la consommation énergétique, et ensuite la plateforme dira si s'il y a encore des efforts à faire ou pas, ou s'ils ont déjà atteint, voire dépassé l'objectif, comme disait Julien, en valeur absolue. Ok, il reste un tout petit peu de temps pour quelques dernières questions. Il y a vraiment plein de questions autour de l'aspect propriétaire-locataire et je pense qu'il faudra qu'on travaille pas mal là-dessus parce que je pense que c'est compliqué, hein. Forcément, il y a des nombreux acteurs. Une question, oui, sur Nantes Métropole Aménagement. Est-ce que Nantes Métropole Aménagement, qui est gestionnaire de patrimoine pour la collectivité, peut se substituer à la collectivité pour remonter les infos sur la base opérate, sachant que le propriétaire et donc la réflexion sur la stratégie immobilière se fera sur le patrimoine de la collectivité? Oui, du coup, c'est à la collectivité. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, est-ce qu'on peut mandater, est-ce que la collectivité peut mandater un opérateur, donc qui sont les gestionnaires de patrimoine, pour réaliser les déclarations opérates? Oui, là du coup, la collectivité, elle peut, si elle le veut, mandater Nantes Métropole Aménagement pour faire le suivi opérate. Voilà, mais c'est à la collectivité qui est assujettie de faire la démarche initialement, et après Nantes Métropole Aménagement pourra prendre la main. Ok, je vais essayer de compiler les questions. Il y a plusieurs questions sur les locataires. Qui est censé initier la démarche? Donc, est-ce que c'est le propriétaire, même si le locataire est embarqué? Et comment faire dans le cas avec des multitudes de locataires et des locaux vacants? Oui, alors ça, enfin voilà, les deux sont concernés, propriétaire et locataire. Après, c'est pas défini dans les textes qui fait quoi d'une manière obligatoire et figée. Donc, c'est à chacun de s'organiser selon les documents qui existent déjà, par exemple le bail. S'il y a des choses qui sont inscrites dessus, si c'est le flou, ben, ça peut être l'occasion de mieux définir qui fait quoi. Du coup, voilà, je ne peux pas répondre. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Ça peut être le locataire, ça peut être le propriétaire.
Une des méthodes que nous, on va employer de notre côté, c'est de demander des mandats juste pour pouvoir avoir accès aux consommations d'énergie et pouvoir les déclarer, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc, ce n'est pas forcément de l'intrusion dans la vie du locataire, c'est juste pour pouvoir se mettre en ordre. S'il ne veut pas, eh ben, c'est à lui de déclarer, mais c'est sous sa responsabilité. Ok, une dernière question qui est un peu la suite là, de la question sur les différents usages. Question de François Héral. Les bâtiments de bureaux de plus de 1000 m² d'un site industriel sont-ils tous concernés ou cela dépend du code NAF de l'industriel? Notion de métier primaire au sens du décret. Des bureaux, les bureaux, c'est du tertiaire, donc tous les bureaux sont concernés. D'accord. Donc ça ne dépend pas du code NAF en fait de l'entreprise qui est propriétaire des bâtiments. Non, non. Les bureaux sont concernés parce qu'ils sont du tertiaire. Après, les codes NAF, ils permettent éventuellement de savoir si on est dans le tertiaire ou pas. Mais quel que soit le site industriel, les bureaux de ce site sont du tertiaire et s'ils font plus de 1000 m², sont assujettis au dispositif. Ok. Merci beaucoup. Il est déjà midi, on va devoir arrêter. Hein. L'objectif, c'est de faire aussi des formats courts, quitte à aller plus loin, on reviendra dessus. Donc merci à tous les intervenants pour leur présentation que nous vous diffuserons. En termes d'agenda, il y a forcément c'est perturbé, mais nous continuons à être à disposition. Donc on vous donne rendez-vous le 16 avril pour l'AG de Novabuild, le temps annuel de l'éco-construction en Pays de la Loire, avec le renouvellement du conseil d'administration. Donc soyez là, soyez présents. Enfin, moi j'y serai. Le 20 avril, il y aura un C positif qui est la revue de projet de Novabuild autour de la construction durable dans le 49. Et le 22 avril, avec Atlanson en lien avec la DREAL, pas les mêmes services énergie, propose un webinaire autour de la loi énergie-climat et de l'obligation de mettre du photovoltaïque ou des toitures végétalisées en bâtiment industriel. Il y a tout autant de questions que sur le décret tertiaire. La grande différence, c'est que c'est une obligation qui est déjà valable. Donc, il faut être déjà réactif sur ces sujets. Je vous remercie. Je remercie aussi Maud et Laura qui sont derrière l'équipe technique qui nous ont permis d'avoir la qualité de présentation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt et portez-vous bien. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.